Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce numéro de débat du dimanche autour de la table. Adam Thiam du Républicain, Alexis Calambri de Zeko, Jean-Marie Sangaré, ancien ministre, et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Messieurs, bonsoir et merci d'être venus. La semaine a été marquée par l'ouverture à La Haye aux Pays-Bas du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-bras droit Charles Blé Goudé. Et comme il fallait s'y attendre, tous deux ont plaidé non coupables. On les écoute. Je vais procéder à la lecture des charges portées contre M. Laurent Gbagbo et contre M. Blé Goudé. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver tout doute raisonnable. Je plaide non coupable. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Jean-Marie Sangaré, c'est une surprise d'entendre Charles Blé Goudé comme Laurent Gbagbo plaider non coupable. Absolument pas. Il fallait s'y attendre. Avant même que ce procès n'aille à la CPI, les pro-Gbagbo ont quand même clamé haut et fort que leur champion n'était coupable de rien, qu'il a été attaqué et qu'il n'a pu que se défendre. Mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà de la non-culpabilité clamée par Gbagbo et puis Blé Goudé, ce procès est un procès historique à mon point de vue. Il est différent des autres parce que c'est un procès qui fait suite à une crise extrêmement grave et dure. Et chaque camp défend son église, mais je pense qu'il est important que ce procès serve pour l'histoire. Il faut qu'il serve pour l'histoire, que nous puissions en tirer les leçons, les Ivoiriens et même tous les Africains, pour ne plus retomber dans des travers aussi graves. J'ai cru entendre que ce procès durera au moins 3 ou 4 ans. Et les uns et les autres pensent que c'est un procès politique. Je pense qu'on ne fera pas l'économie de faire de la politique. Mais c'est quand même quelque chose qui suscite beaucoup de passion. Il est important qu'à la fin du processus, que les uns et les autres retombent sur leurs pieds et puis qu'on oublie tout ça. Alexis Calambri, il y a un procès qui va durer s'étendre entre 3 à 4 ans. Est-ce que ça ne va pas lasser finalement les Ivoiriens qui attendent quand même depuis longtemps? Oui, surtout que, en fait, ce sera à tout point de vue décevant. En ce sens que ce qu'on attend, les victimes attendent la vérité, les historiens attendent la vérité. Il n'y aura rien de tout cela parce que le grand déballage auquel on aurait dû s'attendre n'aurait pas lieu. Donc, c'est vrai, ça va traîner. Bensouda a annoncé 138 témoins, c'est quand même beaucoup. Mercredi, on va entrer dans le vif du sujet, mais non, ça ne donnera pas grand-chose. Ce sera une tribune pour Gbagbo, pas plus. Je voulais rebondir là-dessus. Moi, j'ai écouté plaider non coupable, on pouvait s'attendre à cela. Mais je pense que ce soit M. Laurent Gbagbo, ou d'abord physiquement, il est apparu un peu plus fatigué, moins combatif que M. Charles Blé Goudé. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense, et ça n'engage que moi, que la première remarque que je fais, c'est qu'il ne faut pas que les accusés confondent tribune et tribunal. Ils sont devant un tribunal. Disons que si c'était à Abidjan, on pouvait penser davantage que c'était un procès biaisé, politique, etc. Ils sont devant un tribunal et non devant une tribune. Quand vous voyez M. Blé Goudé, on rentrera tout à l'heure dans les détails, parler, je me souviens qu'il a dit par exemple, en contestant un document vidéo qui était dans l'acte d'accusation, il a dit dans la même vidéo, j'ai dit ceci, mais on ne retrouve pas les traces dans ce que vous présentez. Le rôle d'un tribunal, c'est d'apporter devant ce tribunal l'élément dont il parle. Mais ce n'est pas en donnant des coups escathédra ou en s'exprimant politiquement, en parlant de la Côte d'Ivoire, en parlant de ce qu'il a fait qu'il va s'en sortir. Je
crois qu'il ne faut pas confondre tribune et tribunal, et que le premier sentiment que j'ai, c'est que la technique de défense de M. Blé Goudé, et probablement de Laurent Gbagbo, c'est de dire je suis devant un tribunal, nous allons sortir tous les tripes que nous avons dans le ventre. C'est un procès marathon, donc il va durer pendant 3 ou 4 ans. Ils ne pourront pas parler comme ça, à mon avis, ils seront rapidement essoufflés. Adam Thiam, est-ce que finalement la procureure Fatou Bensouda a toutes les preuves contre Gbagbo ou Charles Blé Goudé? La dernière fois, Blé Goudé a pratiquement mis la cour au défi en lui demandant de montrer la vidéo dans laquelle lui, il demandait aux gens d'aller descendre dans la rue, ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à cela, il faut bel et bien, et j'ai du mal à l'admettre, dire que Serge a le sens de la formule, et parfois des formules heureuses, parce qu'ils sont bel et bien devant un tribunal cette fois-ci, pas devant une tribune. Ils sont devant un tribunal parce que si vous remarquez, en mars 2014, l'audience de confirmation des charges et les accusations ont été lues par Fatou Bensouda, il y a eu un tollé des pro-Gbagbo qui trouvaient l'accusation très faible. Et à l'intérieur de la CPI, effectivement, on a plus ou moins concédé que ces charges n'étaient pas fortes. Et cette fois-ci, l'accusation était lue par Eric McDonald, le Canadien, qui a instruit le procès du Timor oriental. Et sa mécanique est relativement implacable. Il accuse Gbagbo de 4 chefs d'accusation. 1, c'est lui qui a mis en place l'organisation militaire. 2, c'est lui qui a mis en place les milices de Charles Blé Goudé. 3, il a financièrement soutenu ces 2 organisations. 4, sa volonté était effectivement de faire le massacre que l'on a observé. Et le tout a été appuyé de projections vidéo. Et je crois que cette fois-ci, c'est effectivement très sérieux. Il n'en demeure pas moins, à mon avis, que Gbagbo, avec la tchatch qu'on lui connaît, peut effectivement facilement transformer ce tribunal en procès politique. Et c'est la raison pour laquelle il plaide non coupable. Monsieur Sangaré, ce procès intervient au moment où Alassane Ouattara entame son 2e mandat avec en fond de toile l'épineuse question de la réconciliation nationale. Est-ce que ce procès ne va pas entamer ce processus de réconciliation nationale? Pour rebondir sur ce que Alexis a dit, il est important que le droit soit dit. Une crise pareille qui n'a pas touché que la Côte d'Ivoire, touché tous les pays de la sous-région, c'était une crise très très dure, vécue avec d'énormes souffrances. C'est pas évident de parler de réconciliation sans que la paix des cœurs et des esprits ne soit là. Et je pense que la manifestation de la vérité peut permettre aux gens de passer à une autre étape. À mon avis, c'est l'utilité peut-être de ce procès, au-delà du fait qu'ils se tiennent à la haie, pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Mais je pense que la manifestation de la vérité peut aider les Ivoiriens à se transcender et parvenir à l'apaisement des cœurs, je pense honnêtement. Ouais. Oui, Alexis. C'est vrai, sur chaque chose, chaque événement, le temps joue un rôle. C'est vrai qu'on sent moins de virulence, comme aux premières heures de l'arrestation de Gbagbo, on sent moins de virulence chez ses partisans. Je pense que Ado a mis les cartes. Déjà, le fait d'avoir refusé d'envoyer Mme Gbagbo a été bien ressenti. Donc, je pense que sur le plan intérieur, ça se joue politiquement, mais il est important, important aujourd'hui de faire comprendre que l'aspect justice n'est pas à négliger dans la réconciliation. Je voulais tout simplement insister sur les preuves. Encore une fois, c'est très bien ce que tu disais tout à l'heure, je n'ai pas retenu tous les actes, les 4 actes d'accusation. C'est sur ça que ça va se baser. Je sais pas sur les manifestations pro-Gbagbo ou anti-Gbagbo. Vous savez, là, j'ai eu une image la dernière fois parce que c'était retransmis en direct. J'ai vu Blé Goudé parler admirablement, il avait le verbe, etc. Et il y avait un juge, un membre de la cour, qui soufflait quelque chose à l'oreille de son voisin
comme pour dire, mais ils délirent un peu, en fait, parce qu'ils sont pas dans le même monde. C'est-à-dire que eux, le problème des juges, le problème de la cour, ce sont les preuves. C'est pas parce que vous venez là, vous citez Lénine, ou vous dites que vous êtes révolutionnaire ou patriote, que vous vous en sortez. C'est une question de preuve. C'est-à-dire, c'est preuve contre preuve. Et là, le procès va quand même durer 3 ans. Je crois que tout à l'heure, c'est monsieur le ministre qui le disait. À un moment, ça va lasser. C'est un peu comme le procès Hissène Habré. Tout le monde était musclé le premier jour, la première semaine. Après, ça se dégonfle un peu comme une baudruche. Et on dit, on attend le verdict, on attend le verdict. Donc, ça sera suivi 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, ça va être plus difficile aux gens parce qu'ils auront d'autres choses à faire. Donc, c'est vraiment dossier contre dossier. À moins que ça ne soit un procès à la Vergès ou c'est un procès de rupture où on revendique quelque chose au nom d'une politique. Donc ça, j'aimerais bien insister là-dessus. L'impression que j'ai, que je peux me tromper, c'est qu'au début, je ne vois pas, du côté surtout de M. Blé Goudet, quelqu'un d'articulé derrière ses avocats et de parler, de se prendre une tribune en disant voilà ce que j'ai fait, Madame la procureure, vous avez tort, ça c'est faux. Ça. Non, c'est pas lui qui juge le procureur, c'est lui qui est jugé. Revenons sur l'impact de ce procès sur la réconciliation nationale. Et Serge Daniel, 5 ans après cette crise, aucun membre du camp Ouattara ne se retrouve encore à la CPI. Est-ce que là, ce n'est pas un cri d'injustice quelque part? C'est pas seulement le camp Ouattara, c'est aucun membre de l'autre camp, des autres camps. Je pense, si vous suivez les choses, qu'il y a des gens qui ont été entendus la semaine dernière encore en Côte d'Ivoire, parmi les rebelles. Il y a des procédures qui sont en cours et vous savez qu'ils sont en train à Abidjan aujourd'hui d'ouvrir le dossier des gendarmes de Bouaké de l'époque. Donc effectivement l'impression qu'on a pour le moment ce sont les partisans ou du moins c'est Laurent Gbagbo et ses partisans qui sont sur les bancs des accusés. Mais moi mon sentiment c'est que on va avoir dans un second temps, peut-être assez rapidement, je ne sais pas, d'autres responsables des autres camps qui vont devoir répondre devant la justice ivoirienne ou la justice internationale. Adam Thiam, est-ce qu'à l'issue, par exemple, de ce procès, on peut s'attendre à voir d'autres chefs d'État africains devant la CPI? Monsieur le ministre a dit tout à l'heure que ce procès devrait servir d'exemple. Oui, c'est une autre histoire et je ne sais pas. Mais maintenant, il est quand même clair que ce procès a une portée pédagogique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intouchable. Ceci dit, Gbagbo est tombé non pas parce qu'il était président, mais parce qu'on l'a arrêté. Et on sait par exemple que le président soudanais est poursuivi. Ça n'est pas parce que les charges contre lui sont faibles, c'est parce qu'il est encore au pouvoir et que l'Union africaine ne veut pas le lâcher, etc. Donc on ne sait pas. J'espère simplement que la conscience démocratique, la conscience citoyenne africaine évolue assez vite et qu'on verra effectivement que ce ne sont pas que les Africains qui sont jugés par la CPI. Et ils sont jugés par la CPI, les Africains, parce que les tribunaux nationaux sont assez faibles, mais en Amérique latine, on juge très facilement, l'Amérique latine juge très facilement ses chefs d'État. Maintenant, vous vous étiez posé une question assez légitime. Est-ce que on peut avoir la réconciliation au bout de tout cela? Je pense que la réconciliation sera déterminée, bien entendu, par l'impartialité du procès et je crois que tout est fait pour que ce ne soit pas un procès politique, c'est-à-dire il est très cadré, c'est les événements post-électoraux. Donc ils comparaissent pour la mort de 3000 personnes et le viol de 150 femmes. Il n'y a pas, et ce n'est pas le procès de la crise ivoirienne. Et donc, puisque c'est cadré et qu'il y a des éléments de preuve, effectivement, je ne pense pas que les gens crieront à l'injustice. Là où il y a un problème, c'est que les rapports des humanitaires ont incriminé les deux camps, le camp Ouattara comme le camp Gbagbo, et ce qui s'est passé dans l'ouest ivoirien est encore près dans le mémoire, mais il est curieux que la CPI n'ait entamé aucune poursuite contre les pro-Ouattara. Et le Ouattara lui-même avait dit effectivement que Gbagbo et Blé étaient les derniers Ivoiriens qu'il envoyait à la CPI. Et entre-temps, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un blocage de la part du pouvoir ivoirien contre sur l'instruction contre effectivement les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara qui pouvaient être eux aussi poursuivis pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre.
Mais en déclarant que Gbagbo et Blé Goudé seraient les derniers Ivoiriens à être envoyés devant la CPI, est-ce que là le président Ouattara n'est pas en train d'ériger un mur pour protéger ceux qui l'ont porté au pouvoir? C'est ce qui lui est reproché. C'est ce qui lui est reproché. L'impression que j'ai, c'est une manière, c'est plutôt de dire, quand on écoute son entourage s'est expliqué là-dessus, c'est de dire, ce sont les derniers Ivoiriens que j'envoie devant la Cour pénale internationale, mais ce ne sont pas les derniers Ivoiriens qui vont être jugés pour crime. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, nous avons les moyens juridiques désormais de juger les gens chez nous. Il faut se souvenir quand même que l'épouse de M. Gbagbo, Simone Gbagbo, que la Cour pénale internationale avait réclamé que on la renvoie devant la Cour pénale internationale et que le président Ouattara a refusé. Cela veut dire, il faut peut-être qu'il précise ça, que désormais personne ne partira plus à La Haye, mais tout sera jugé plutôt en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, la CPI avait réclamé Madame Simone Gbagbo depuis condamnée à 20 ans par la justice ivoirienne, et il est presque certain pour tous ceux qui sont dans le système de jugement, de procès des Gbagbo et de Blé Goudé, que le troisième élément du puzzle manque, et c'était bien Simone Gbagbo. Oui, à mon avis, c'est qu'il est important aussi d'intégrer la dimension politique de toute cette affaire. Vous l'avez dit dans vos interventions en disant qu'il est devant une justice pénale et que ce n'est pas une tribune politique. Mais la résolution de ce conflit passe forcément aussi par la politique. Et donc il faut une certaine marge de manœuvre pour le gouvernement ivoirien, ou en tout cas le camp Alassane Ouattara, pour pouvoir jouer sur ces différents leviers. C'est une crise pareille. Si elle est issue de problèmes politiques, on ne peut pas le régler sans la politique. Donc en ce sens-là, moi je trouve que c'est même un peu fin, au-delà de dire que nous sommes prêts aujourd'hui pour juger les Ivoiriens, mais c'est fin d'avoir quand même des leviers encore, une marge de manœuvre pour régler ces problèmes. Oui, Alexis, rapidement. Effectivement, mais il y a deux niveaux à l'issue du procès. C'est vrai, la Cour va se fonder uniquement sur les faits. Mais à l'intérieur, et ce qui va être important, c'est ce que diront Blé Goudé et Gbagbo. Et là, ça va vraiment, si on y prend garde, ça va être vraiment une tribune pour eux, au-delà des faits qui seront contre eux, de dire nous sommes là parce que nous avons été lâchés. Surtout que l'élément nouveau, c'est qu'on voit que pratiquement tous les dossiers, la majeure partie des dossiers fournis sont, semble-t-il, des dossiers saisis par les Français au domicile de Gbagbo. C'est gênant. Oui, Sardanes. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire qui vont témoigner. Donc des forces armées qui étaient sous les ordres de M. Laurent Gbagbo. Donc c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est une question de preuve, encore une fois, c'est le droit. Ce n'est pas une tribune. C'est pas une tribune. Si vous considérez que la Cour pénale est une tribune, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous ne pouvez pas parler pendant 3 ou 4 ans. C'est pas possible. Vous allez lasser les gens. C'est preuve contre preuve. Oui, c'est ça. Et puis le preuve d'une centaine de témoins. Ouais. D'une centaine de témoins avec vidéo à l'appui, ça va être très difficile pour eux. Nul doute que les Gbagbo et Blé Goudé ne comparaissent pas aujourd'hui pour s'entendre dire dans 3-4 ans que vous êtes relaxés parce qu'il n'y a rien contre vous. Je pense qu'effectivement, il y a des choses contre eux et ça peut être accablant. Donc la question c'est, est-ce que quand on les aura après le verdict, dans quel état le verdict va laisser la Côte d'Ivoire? Je pense que même là, il ne faut pas non plus s'alarmer. Ils viennent de faire une élection présidentielle, et même dans l'Ouest, effectivement, il y a eu un vote. Il y a effectivement un parti comme le FPI qui ne se console pas d'avoir son chef arrêté et puis jugé, mais c'est quand même comme ça la politique. Il y a des milliers d'Ivoiriens, des gens qui ont été tués simplement parce qu'ils portaient l'effigie de l'adversaire de Gbagbo. Et puis, c'est très clair, les Nations Unies, qui étaient les certificateurs de cette élection, ont dit très clairement
que Gbagbo avait perdu, l'Union africaine avait dit qu'elle avait perdu, la CEDEAO avait dit qu'elle a perdu, et donc il n'a pas le droit, à mon avis, de son côté, et ça c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Alexis vient de rappeler quelque chose d'assez important quand même, sur laquelle il faut un peu que je vous pose la question. Est-ce qu'au cours de ces procès, Blé Goudé comme Gbagbo ne vont pas lâcher quelque chose, une sorte de bombe avec effet d'entraînement? On peut toujours dire des choses qui réveillent encore les démons. Je veux dire, mais au stade où nous sommes avec la crise ivoirienne, je pense que tout le monde se lasse. Tout le monde se lasse. Aussi bien ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné. Ça ne sert à rien. Les preuves seront là, que d'un côté comme de l'autre, certainement. On ne peut pas vivre une telle crise et puis ne pas penser qu'il n'y a pas de preuves. Ça, c'est pas possible. Et il y a une responsabilité morale des dirigeants, et quel que soit le camp dans lequel ils se trouvent. Donc les petites phrases, les bombes, bon, on n'en est plus à là. C'est fini, c'est fini. Le mal est fait. Il faut sortir de tout ça. Donc je pense que au-delà du fait partisan, les cœurs et les esprits doivent se calmer et sortir de ça le plus rapidement possible. 3 ans de procès, ce n'est bon pour personne. Vous avez dit, la Côte d'Ivoire vient de faire ses élections. Bon, ils sont engagés dans des grosses réformes économiques, les investissements salariés. Les gens n'ont pas envie de retourner dans ce bric-à-brac là. Il faut en sortir et le plus rapidement possible. Gbagbo peut sortir des pétards. Est-ce que ce sont des pétards? Est-ce que ce seront des pétards mouillés ou pas? On ne le sait pas. Par exemple, la politique française en Afrique, les relations qu'il a eues avec les chefs d'État. Mais ça ne joue pas sur le procès. C'est dans les livres d'histoire qu'on écrit ce genre de choses. Mais ça ne joue pas sur le procès. Est-ce que vous voyez? Mais il peut sortir quelques pétards, c'est sûr. D'accord. Adam Thiam. Parce que les bombes se trouvent déjà dans 2 rapports des humanitaires, Human Rights Watch et Amnesty International. Et c'est accablant pour la partie Ouattara. Donc tout ce qu'on demande, ce n'est pas de relaxer Gbagbo, c'est que effectivement justice soit rendue aussi, parce qu'il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés dans les 2 camps au moment où effectivement le procès, au moment où effectivement l'affaire est jugée. Et donc, et Ouattara a promis qu'il va le faire. Il faut le prendre au mot. Il sait que la réconciliation passe par là. Il sait que sa posture devant l'histoire passe par là, et c'est important. Deuxième thème de ce débat, le 26e sommet de l'Union africaine ouvert samedi à Addis Abeba en Éthiopie vient de s'achever ce dimanche dans la capitale éthiopienne. Un sommet précédé la veille par un conseil de paix et de sécurité. Et il a été surtout question des crises sur le continent, notamment au Burundi, et le passage des charges entre Mugabe et Déby. Le Tchadien devient ainsi le président en exercice de l'Union africaine. Serge Daniel, la crise burundaise est revenue sur la table de discussion à Addis Abeba. Bujumbura dit toujours non à l'envoi de casques blancs, des forces africaines, les 5000 casques forces africaines à Bujumbura pour sécuriser le pays, aussi les civils. Mais on a entendu le monsieur paix et sécurité de l'Union africaine hier sur une antenne dire que non, au départ, ce n'était pas la procédure, envoyer une force contre l'avis des autorités de Boss. Finalement, c'était une marche en arrière. Que fait l'Union africaine? Moi, à mon avis, je peux me tromper là aussi, c'est que l'Union africaine est en train de refiler le dossier à l'ONU. C'était la même chose ici au Mali. Si vous vous souvenez, la junte à l'époque ne voulait pas de la force de la CEDEAO, ensuite ne voulait pas de la force de l'Union africaine, mais dès qu'il y a eu la résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des forces internationales. Le Burundais n'a pas intérêt à avoir aujourd'hui une force chez lui, parce qu'à partir du moment où vous avez une force internationale, des forces étrangères, ça veut dire que votre pouvoir, votre sphère de pouvoir, le pouvoir que vous exercez, la dictature en fait que vous exercez, commence à prendre fin. Donc je pense qu'il y aura probablement des forces internationales à un moment ou à un autre, parce qu'on ne peut pas laisser quand même des civils tués tous les jours dans les quartiers de Bujumbura, par exemple. Ce n'est pas possible. L'Union africaine a reculé parce que d'abord elle n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Et ensuite, elle a reculé parce que vous avez probablement des jeux politiques dans la région. Mais quelque chose me dit quelque part qu'on ne va pas laisser le Burundi dans cet état-là.
Oui. Adam Thiam, peut-on parler encore sur ce dossier burundais? Il y a des syndicats de chefs d'État qu'on a toujours décrits au sein de l'Union africaine. Certains ont élevé la voix, ils étaient contre le Gambien, le Kenyan, contre l'envoi de la force africaine. C'est quoi? C'est une solidarité, un coup de pouce à Pierre Nkurunziza? Oui, en tout cas, les chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité qui étaient réunis, 14 d'entre eux, oui, ils ont dit effectivement que ce n'est pas possible d'envoyer des troupes là-bas sans l'accord du pouvoir burundais. Ce qui n'est pas totalement exact. L'acte constitutif de l'Union africaine, autorise effectivement le devoir d'ingérence au cas où, par exemple, des actes comme des génocides ou des crimes contre l'humanité graves sont constatés. Mais ça n'est pas vraiment, je crois, le cas au Burundi. En 5 mois, 4 mois, il y a 400 morts. Au Rwanda, en 4 mois, il y avait à peu près 800 000 morts. On va pas attendre qu'il y ait 800 voilà. 000 morts. Non, mais je suis d'accord. C'est macabre. Mais malheureusement, l'acte constitutif de l'Union africaine parle de génocide et non pas de crimes contre l'humanité et non pas de facteurs qui conduisent au génocide ou aux crimes contre l'humanité. Donc le fait qu'il se soit installé en dépit de l'accord d'Arusha, effectivement, n'est pas... l'Union africaine en son temps l'avait condamné, mais ce n'est pas ce qui a été utilisé pour justifier l'envoi envisagé des troupes africaines. Et de toutes les manières, il ne faut pas se faire d'illusions. L'Union africaine, oui, c'est-à-dire, vous le faites bien, c'est un syndicat de chefs, c'est un syndicat de chefs d'État. Et ensuite, même si ce n'était pas un syndicat de chefs d'État, elle n'a pas les capacités. Toutes les missions de l'Union africaine sont financées par l'extérieur. Et donc, mais franchement, c'est très bon pour notre ego, mais il faut être réaliste. C'est une organisation en construction avec encore des moyens très faibles qui ne peut rien faire sans la communauté internationale. Mais Alexis Kalambay. Je voudrais quand même ne pas passer sous silence le mandat de Mugabe. Malgré tout ce qui a été dit, il a tenu le maillet honorablement pendant son mandat. Il a réussi des choses. Comme quoi? Beaucoup de choses. Mais c'est parce que vous ne vivez pas au Zimbabwe, c'est tout. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses discours, Alexis. Mais ça, c'est valable pour tous les chefs d'État. La crise burundaise n'est pas réglée. La crise au Soudan du Sud, la Centrafrique. C'est des crises qu'il a trouvées. C'est des crises qu'il a trouvées sur place. Bon, on pourra en parler si vous voulez de ce qu'il a réussi. Mais je reviens au sujet. Je pense que c'est vrai. Parler de moyens est une fuite en avant. Au moins, à défaut de pouvoir faire militairement quelque chose, oui, non, allez-y, Alexis. À défaut de faire quelque chose militairement, au moins, on aurait dû être plus agressif sur le plan diplomatique. Et ça, on ne l'a pas senti. Comme disait Adam tout de suite, l'accord d'Arusha est très clair. On aurait au moins, ne serait-ce que dans les discours, sériner à souhait, amener les gens à vraiment engager les discussions plutôt que d'attendre l'autorisation de ceux qui n'ont pas intérêt à aller au dialogue. Oui, M. Sangaré. Oui, mais au-delà, quand on va dans l'analyse des causes de la crise burundaise, tout part du changement du non-respect de la Constitution. Et à partir du moment où il y a encore des cas en Afrique, où peut-être ceux qui le défendent, ceux qui ne veulent pas de l'envoi des troupes au Burundi, peut-être qu'ils ont des velléités de ne pas respecter leur constitution. À partir de là, je dis, en Afrique, les cas burundais sont des cas latents. On attend quasiment un peu partout que ça se produise, c'est aux grandes dames des démocrates. Mais ce qui est clair, c'est que le Nkurunziza, il a intérêt à la jouer à terre, parce qu'il ne peut pas tenir. Peut-être qu'il peut tenir face à l'Union africaine, parce qu'ils n'ont pas les moyens, les différents arguments qui viennent d'être évoqués. Mais si la communauté internationale s'y mêle, on a vu des plus durs que lui. La communauté internationale s'est mêlée depuis 9 mois que le monsieur résiste. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour le faire courber les chines? Mais c'est ce que je dis. Vous savez, prenez le Gambien et Adjamé. C'est quasiment un président à vie. Prenez le cas du Congo. Il y a des cas où partout, les présidents en exercice violent les constitutions.
ils veulent rester ad vitam aeternam. Et ce sont eux qui cautionnent à la rigueur l'intervention de la communauté internationale. Et donc s'il n'y a pas un consensus dans ce syndicat de chefs d'État, bon, il est difficile que... En plus, la communauté internationale a agi dans d'autres secteurs et aujourd'hui on se trouve face à des problèmes, le cas libyen, et les Africains ont bon de dire que bon, on ne nous a pas écoutés. Donc à partir de là, il est important qu'il y ait un consensus niveau gouvernance et ce n'est que par là que les problèmes vont se régler. Serge Daniel, Robert Mugabe n'a pas pu régler la crise burundaise ni centrafricaine. Il vient de passer la charge à Idriss Déby. Que peut faire le président tchadien? Je pense d'abord que s'il a été si on lui a passé le témoin, c'est peut-être pour reconnaître le rôle qu'il joue sur le plan sécuritaire sur le continent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut peut-être lui poser la question. Il a des élections en mars. C'est quand même inédit de voir un président qui a des élections 4 mois après nommé à la tête de l'Union africaine. Est-ce que c'est une manière de lui faire une passe millimétrée? On peut se poser la question. Est-ce qu'il n'a pas d'adversaire sérieux? Donc je pense que ça sera son règne, son mandat sera plutôt sécuritaire. Lutte contre Boko Haram, contre AQMI. Voilà. Madame Thiam, en portant Déby, Serge Daniel l'a évoqué, à 4 mois de la présidentielle, dont il est lui-même candidat à sa propre succession. C'est un coup de pouce quand même que ses pairs lui donnent. Mais est-ce que là, l'Union africaine n'est pas en train de fouler aux pieds les principes démocratiques? C'est-à-dire la jurisprudence est assez grave. J'imagine que ce qui s'est passé, c'est comme c'est le tour de l'Afrique de l'Est. Ils ont essayé de voir les présidents qui peuvent être porté à la tête de l'Union africaine. Donc il faut voir que Sassou Nguesso l'avait été dans la décennie, et c'est très rare qu'on le soit à 10 ans d'intervalle. L'Équateur-Guinéen l'avait été récemment, et Bongo est en train d'aller aux élections, Sassou Nguesso est en train d'aller aux élections, Kabila, je ne sais pas pourquoi on ne lui a pas donné, mais en principe... Paul Biya du Cameroun. Paul Biya, je ne sais pas pourquoi on le rappelle. Je ne sais pas s'ils vont aux élections, mais c'est assez clair que porter quelqu'un à la tête de l'UA à 2 mois de la présidentielle de son pays où il est candidat, et ce n'est pas garanti, rien ne dit qu'il peut être élu, effectivement est un problème, même si la présidence est donnée au pays, pas forcément au président. Donc s'il n'est pas élu, effectivement son successeur peut continuer le flambeau, mais en général ce qui se passe, c'est toujours une crise électorale quand le président sortant n'est pas reconduit. Alexis? Oui, je pense que peut-être l'aspect sécuritaire a dû jouer parce que sur le continent, il est celui qui s'investit le plus au niveau pratiquement de tous les théâtres de lutte contre le terrorisme maintenant. Ça a dû effectivement, et comme il disait, si on prend l'Afrique centrale, bon, ils ne sont pas nombreux ceux qui ne sont pas dans son cas. Donc, légitimement et dans la région, il est celui qui était le mieux placé. Le Camerounais va rarement au sommet. D'accord. L'actualité au Mali a été marquée par la suspension du droit de vote du pays à l'ONU pour non-paiement de ses cotisations. Mercredi, le Premier ministre est sorti de son silence, non pas pour justifier l'injustifiable ou défendre l'indéfendable, mais juste pour situer les responsabilités. On l'écoute. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement du Mali a toujours tenu ses engagements par rapport aux organisations internationales. Et il se fait un devoir de payer dans les délais requis les cotisations dues à l'Organisation des Nations Unies. En la circonstance, les recherches que j'ai pu effectuer, après avoir reçu cette information, me permettent de vous dire que le 3 juin 2015, à la demande du ministère des Affaires étrangères, le Trésor public du Mali, par l'intermédiaire de la BCEAO, a émis des ordres de transfert télégraphique pour s'acquitter de ses cotisations par rapport à ses engagements aux Nations Unies.
d'un montant d'à peu près 200 millions. Alors, j'ai tous ces documents-là que je peux mettre à votre disposition. Ce n'est pas une excuse du tout. Ce qui est arrivé est injustifiable pour un gouvernement. Mais je l'assume. Et en l'assumant, je voudrais donner l'assurance au peuple du Mali que toutes les dispositions ont été prises pour que dans les plus brefs délais, la situation soit régularisée. Alors pour être plus complet sur ce dossier, avant de vous donner la parole, on va écouter le Trésor public à travers son syndicat national qui a tenu lui aussi à réagir. Voici sa version des faits. Nous sommes bien sûr Trésor public, nous sommes chargés de paiement. Donc avant, la comptabilité publique la dépense publique a une procédure. Donc il y a des principes comptables. Également, il y a la loi qui nous régit, qui régit tout ce système, qui fait qu'il y a une séparation entre le comptable et l'ordonnateur. Donc chacun a son rôle à jouer. Nous, en tant que comptables, nous avons reçu ces mandats, ils sont venus, nous avons procédé également à leur paiement. Ils sont partis à la BCAO, qui les a rejetés, et aussitôt à la date du 5, je vais commencer par la date d'arrivée des mandats, le 26 déjà sont arrivés sur nous, ils sont sortis le 3 juin, le 5 ils sont rejetés par la BCAO. La première des choses a été que nous avons réagi par une lettre le 8 juin pour informer notre ordonnateur comme quoi les numéros de compte qui sont portés sur ces mandats ne sont pas corrects et ils nous ont été rejetés, donc de nous donner les numéros corrects. Donc par rapport à la déclaration du Premier ministre, c'est pour dire qu'au niveau du Trésor, nous avons bien et bien réagi. Nous avons réagi jusqu'avec 2 lettres. Donc ce n'est pas venu et que nous les ayons conservées. Les lettres, elles sont là. Le 8 juin, déjà, il y a eu une première lettre pour demander, n'est-ce pas? Serge Daniel, on a écouté les 2 versions. Le Premier ministre, on ne l'a peut-être pas tout entendu, mais il a indexé d'abord le ministère des Affaires étrangères, le mandat, le Trésor, où est retourné le mandat, et puis la représentation diplomatique du Mali aux Nations Unies. Première conséquence, une tête est tombée, l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies. Mais comment un pays comme le Mali peut se tromper sur son compte pour transférer de l'argent aux Nations Unies? Non, mais ça, c'est pas vrai. La dernière information qu'il faut donner, c'est que la situation est rétablie. Tout à fait. Et que la mesure de suspension a été levée. Le Mali n'est pas seul dans le cas. Il y a le Burundi et le Mali. Donc, ça a été réglé. Ça a été réglé, donc les 2 pays à jour de cotisation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait régler ça depuis. Si on réglait ça en 2 ou 3 jours, cher ami, mais ça veut dire que c'est une négligence coupable. Et que l'ambassadeur Kassé qui a été viré ressemble plus à un bouc émissaire qu'à autre chose. Ce qu'on apprend, c'est que mercredi prochain, il y aura d'autres sanctions, c'est vrai, mais il faut pouvoir quand même tirer les leçons, à mon avis, de ce qui s'est passé très rapidement, pour être plus vigilant. Ça, c'est la bonne marche de l'administration, l'image du pays qui est en cause. Pour 200 millions de francs CFA, le nom du Maliba est crié sur tous les toits, et les sanctions qui ont été prises sont des sanctions, je dirais que ce ne sont pas des sanctions, on est resté à mi-chemin, c'est un bouc émissaire, je ne sais pas, c'est un bouc émissaire. Il faut que d'autres sanctions, d'autres têtes tombent, mais qu'on tire surtout les leçons de ce qui s'est passé. On nous a dit que le mercredi prochain, des têtes vont tomber, on va voir encore jusqu'à quel point les têtes vont tomber. Mais Adam Thiam, dans cette affaire-là, le premier responsable, c'est qui? Bon, j'en sais rien. Non, mais je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire pour porter une appréciation, c'est bien que le Premier ministre ait informé la presse sur ce qui s'est passé, mais on voit déjà effectivement que dans ces explications sont rejetées par une des parties qui l'a incriminé. Ça, à mon avis, c'est très grave. Et puis, il n'y a pas eu que cette affaire des Nations Unies. Pourquoi sur les affaires précédentes, comme les engrais, comme les tracteurs, qui ont été effectivement portés à la connaissance du public par le même parti. Je crois que c'est le Parena qui s'est fendu d'un communiqué sur cette affaire. Pourquoi on n'a pas vu le Premier ministre sur ces questions? Est-ce que ça veut dire que là où on l'entend effectivement, c'est plus grave que d'autres? Moi, je ne crois pas très honnêtement. Cet argent n'a pas été détourné.
On s'est trompé de destinateur, on s'est trompé de compte, c'est très grave, c'est scandaleux, mais je ne suis pas étonné. C'est quand même comme ça le système du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'organisation de l'efficacité et de l'intégrité n'existe pas. Ne nous voilons pas la face. Et ça, ce n'est que la conséquence de l'ordre que nous n'avons pas. Et ensuite, il faut faire la distinction entre, par exemple, la fierté et l'orgueil. La fierté nous aurait empêché effectivement d'avoir comment on appelle ça, d'avoir des arriérés aux Nations Unies. L'orgueil est en train de faire en sorte que nous pensions que c'est la chose la plus grave qui soit arrivée au pays. Les têtes vont tomber et peut-être même des têtes qui ne doivent pas tomber, parce que très honnêtement, je ne vois pas en quoi est-ce que notre représentant des Nations Unies est coupable. Je ne sais pas, mais des lettres sont parties aux finances, au Trésor, et le Trésor même incrimine le budget. Ça veut dire donc que le travail d'information avait été fait. Et alors, je me demande pourquoi est-ce que la tête de l'ambassadeur est tombée pour ça. Oui, monsieur le ministre. Vous savez, non, c'est pas la tête du ministre. Au-delà de cet incident, le vrai problème qui se pose, c'est, Adam l'a souligné, c'est le fonctionnement de l'administration. Pourtant, il y a une réforme, le ministère, il y a des réformes de l'administration. Non, au-delà de la réforme, un problème comme ça ne se serait pas passé dans une entreprise. Mais il faut demeurant dire que ce type de problème est très courant aux Nations Unies et à l'Union africaine. C'est très courant. C'est pas bon pour un pays comme le Mali qui a la fierté à la bouche, qui dit que nous sommes en train de revenir dans le concert des nations. Le Grand Mali, c'est pas bon, c'est vrai, mais c'est très fréquent. Même le Bahreïn est suspendu cette année. Au-delà de l'image, c'est le fonctionnement de l'administration qui pose problème. Et a été ministre, c'est pas facile de suivre tout ça. On fonctionne manuellement. Une lettre qui est partie depuis le 3 juin, personne ne se rend compte. C'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais c'est quasiment c'est impossible de suivre tout ça manuellement. On est dans le 3e millénaire là. Aujourd'hui, il y a des outils. Il y a des outils pour permettre aux gens de surveiller, de savoir qui a fait quoi, à quel moment, s'il n'a pas fait. En ce moment, on réagit. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner aujourd'hui l'administration malienne comme si on était au début du XXe siècle. C'est qu'on se serve des outils modernes pour être transparent dans la gestion des informations et savoir exactement où ça bloque et agir. Parce que ça, c'est les Nations Unies, mais le Malien lambda. Non, le Malien lambda, c'est quand il y a un service, quand tu t'adresses à l'administration publique, bon, tu as le temps de t'arracher les cheveux, hein, parce que simplement, on ne sait pas qui fait quoi, quand est-ce qu'il le fait, où est-ce qu'il le fait. Ça arrive dans la haute administration que les documents, personne ne sache exactement où ça se trouve. Donc, c'est mal tombé, les Nations Unies aujourd'hui, où le Mali est sous les lampions, la MINUSMA est là. Bon, c'est pas très joyeux de subir tout ça aujourd'hui, mais en réalité, il y a la question de la modernisation de l'administration qui se pose. Mais aussi le suivi. Oui, Alexis Kalambri, quand même, dans les deux explications, les faits sont établis. C'est quand même grave qu'on sache ce qui se passe et qu'on réagit tardivement. Oui, mais à la limite, on n'a même pas réagi tardivement, on a réagi parce que le parrainat a parlé. C'est-à-dire, quelqu'un. Oui, non, non, je veux dire. On a suspendu le Mali que les gens ont réagi. Mais non, le Mali aurait été suspendu, ça n'aurait pas été porté à la connaissance du public, de l'opinion, que ça se sera passé inaperçu certainement. J'ai retenu votre négation injustifiable, inexcusable. Il y a deux choses. C'est vrai, c'est déjà réjouissant de savoir qu'il y a des sanctions pour une fois. Il faut qu'on aille à la culture de la sanction. C'est vrai, il ne faut pas qu'on sanctionne des innocents, si tel est le cas. Parce que déjà, le fait que le budget, disons, le Trésor réagisse
est mauvais. Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas pris le temps d'avoir toutes les cartes à main, toutes les informations, comme il a laissé entendre pendant son point de vue. Donc déjà, j'espère que ce ne sera pas une première, que désormais il y aura des sanctions, parce que les citoyens lambda, comme disait M. le ministre, sont victimes tous les jours de l'administration publique. En attendant, on n'a plus d'ambassadeur aux Nations Unies. Peut-être qu'il faut nommer Adam Thiam. Bon, moi je pense très honnêtement que le vote malien, l'absence du vote malien ne crée pas de catastrophe mondiale. Donc, la seule chose que je trouve grave dans cette histoire, franchement, c'est qu'on se soit même trompé d'intitulé de compte. Je trouve ça extraordinaire. Mais Monsieur le ministre l'a dit. Le fonctionnement de l'administration est inefficace. Et c'est le Mali aujourd'hui, c'est vrai, mais beaucoup de pays. On n'est pas dans l'évaluation, on est dans l'auto-évaluation. On n'est pas dans la validation par les systèmes, on est dans l'auto-validation. On est dans l'auto-glorification. Et ça, avec ça, nous allons au mur. Parce que, à vrai dire, on a vu ça avec les Nations Unies, mais il y a 1 million d'exemples. 1 million d'exemples. Dans tous les domaines. Ben voilà, dans le domaine, c'est le système d'efficacité et d'intégrité publique qui est en faillite. On a quand même réussi le mécanisme d'évaluation par les pairs. Oh là là, c'est un petit machin de l'Union africaine qui décèle toujours de bons points, qui dit bon non ici c'est pas bon mais globalement c'est bon, ça ne veut rien dire. Il faut privatiser cette institution si vous voulez être sérieux sur ce continent et au Mali. On a le commissariat au développement. Je suis d'accord avec. Dernier point de ce débat toujours au Mali. Ce week-end a été marqué par une marche des femmes pour dire non aux violences faites justement aux femmes après le 2e meurtre d'une femme tuée, assassinée par son mari. Serge Daniel, au cours de cette marche, on n'a vu aucun leader politique, ni de la majorité ni de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Ça aurait été la fille d'un président, d'une haute personnalité, le ton aurait été différent. Ça c'est frappant, mais je crois qu'il y a eu 2 choses. Dans un premier temps, la marche a été interdite. Donc, la marche a été autorisée la nuit. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Donc, il faut poser la question aux leaders politiques. Mais ce qui s'est passé est quand même grave. C'est une marche qu'il faut totalement soutenir. Oui, Adam Thiam. Non, moi je suis relativement proche de cette tragédie. Donc, ça me concerne en gros. C'est un collaborateur qui est concerné. Mais je suis père de fille. Et je n'accepterai pas effectivement que la société s'assied sur ça, quelle que soit l'explication. Et je pense effectivement que l'an dernier déjà, on a eu un cas comme ça. Cette année, on a eu un autre cas. Ils sont légion, peut-être, les cas comme ça qui ne nous sont pas connus. Et le problème que ça pose, c'est le problème effectivement du rapport entre l'homme et la femme dans le ménage. Et je crois très honnêtement qu'on ne peut pas être père de femme sans être ému par ce qui se passe. Et déplorer d'abord, qu'il n'y ait pas eu plus de manifestants à cette marche, hommes comme femmes, et que cette marche, par exemple, on a envisagé de l'interdire. C'est un peu scandaleux, je trouve. Oui, monsieur le ministre. C'est des événements tristes. C'est des événements très tristes qui arrivent. En tout cas, comme dit Adam, maintenant qu'on en sait certains, il y en a d'autres peut-être qui passent sous silence. Je pense qu'il y a à faire une introspection au niveau de notre comportement dans la société. Parce que la violence, je ne dirais pas qu'elle est tolérée, mais dépendamment des liens, bon, on essaie de gérer ça à l'interne. Et donc, il n'y a pas de prévention dans ces trucs. C'est quand ça éclate que tout le monde est au courant et puis tout le monde est scandalisé. Et comme il dit, aujourd'hui, il est important que, c'est vrai, chacun se pose les bonnes questions. Nous avons une société qui est entremêlée, tout le monde est parent de tout le monde, donc nous avons un mode de règlement des conflits peut-être qui n'est pas le bon, parce que dans le mariage aujourd'hui, on
on essaie de maintenir les gens dans le mariage, quelle que soit la situation. Parce qu'on dit, bon, tout le monde vit ça, mais il faut pouvoir, à un moment donné, poser les bons actes pour que de tels événements ne survivent pas. D'accord. Alexis Kalambri, la dernière question en une minute. Le fait qu'on n'ait pas vu ni des partisans de l'opposition comme de la majorité à cette marche-là, les grosses pointures, alors qu'on sait que les femmes représentent la moitié, voire la majorité de la population malienne, est-ce que là, ce n'est pas un électorat qui est en train de leur filer entre les mains? Oui, probablement, mais honnêtement, je pense qu'il y a dû avoir un problème d'information parce que personne ne peut humainement soutenir la violence contre les femmes et personne n'ose ne pas publiquement, disons, se porter à faux et condamner. Je pense qu'il y a certainement eu un problème d'information. C'est vrai que les politiciens sont forts pour le voir, mais pour une fois, je pense qu'ils n'ont pas été au courant. D'accord, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce débat du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi tout de suite. Albertine Dotse pour Afrique Soir. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À dimanche prochain.